Bienvenue à toutes et tous à cette sixième capsule de la série Repenser la vie, où des invités de divers horizons jettent un regard nouveau sur des questions d'actualité au carrefour des technologies numériques, de la santé et de l'innovation responsable. Cette série, d'ailleurs, est organisée par quatre organisations. Groupe Inventé, le Centre d'innovation technosociale, le Consortium Santé numérique, HPOD, Hub Santé, le groupe en politique, organisation et droit, et Infieri pour l'innovation responsable en santé. Je me présente, Yves Joannette, vice-recteur adjoint à la recherche, découverte, création, innovation à l'Université de Montréal et directeur du Consortium Santé numérique. Alors, aujourd'hui, nous allons tenter de discuter autour de repensons une seule santé à l'interface humain, animal et environnement. Et pour cela, j'ai trois invités. Dr François Milor, médecin conseil à la direction de la santé publique de la Montérégie, qui va représenter l'interface humaine. Dr Cécile Annie-Zensline, professeure à la faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal, qui représentera l'interface animale. Et le professeur Michel Labrec, conservateur et chef de division recherche et développement scientifique du Jardin botanique de Montréal, qui va représenter l'interface environnement. Alors, chers collègues, on a toujours traditionnellement tenté de comprendre la santé chez l'humain, chez l'animal, l'environnement, mais on se rend compte aujourd'hui qu'il y a un aspect important qui a été longtemps négligé et qui se situe un peu à l'interface entre la santé humaine, la santé animale, la santé environnementale. Puis on y fait référence en utilisant l'expression « une seule santé ». Alors, j'aimerais savoir, est-ce que c'est vrai qu'il y a une seule santé et est-ce que c'est une expression qui correspond à quelque chose? Et peut-être que je vais commencer, Dr Milor, du côté humain. Est-ce qu'on croit en une seule santé? Ben oui, en fait, je pense que le concept une seule santé est en effet un concept très utile. En fait, et en tant que médecin travaillant en santé publique, je peux donner quelques exemples. Le premier étant évidemment la pandémie qu'on vit actuellement. C'est un exemple très concret. Donc, une pandémie qui a touché évidemment des centaines de milliers de personnes au Québec. Il y a des hospitalisations, il y a des gens qui en sont décédés. Et si on écoute bien les nouvelles, on voit que cette pandémie, en fait, elle est causée par un coronavirus. Et rapidement, on a su que c'était un coronavirus. Et on pense que ce coronavirus vient d'un animal et que des facteurs à l'interface humain-animal-environnement ont favorisé le transfert à l'humain. Donc, c'est un exemple de lien. Mais si on lit un peu plus sur le coronavirus comme médecin, on se rend compte en fait que les professionnels de la santé, en fait, les professionnels de santé animale connaissent mieux le coronavirus que les médecins. En effet, on se rend compte qu'il y a de nombreux coronavirus. Les coronavirus infectent plusieurs espèces animales, incluant la volaille. Puis en fait, l'exemple de la volaille est intéressant parce que on observe justement que le coronavirus entraîne des infections respiratoires chez la volaille. Et on a même des vaccins pour vacciner la volaille. Donc, finalement, du côté humain, on peut s'inspirer de ce qui se passe dans les autres volets. Alors, on peut le dire de façon générale, beaucoup de maladies infectieuses originent des animaux. Et c'est des perturbations au niveau environnemental, souvent, qui vont favoriser le contact entre les humains et les maladies infectieuses qui se retrouvent chez les animaux. Peut-être un dernier point, toujours en lien avec la pandémie, c'est que, comme vous le savez, avant d'avoir la pandémie actuelle, on était très inquiet d'une pandémie d'influenza, une pandémie d'influenza qui viendrait soit du porc, soit des oiseaux, justement, et qui pourrait à ce moment-là se transmettre aux humains et après d'une personne à l'autre. Donc, on s'inquiétait d'une pandémie d'influenza et on a maintenant une pandémie de coronavirus. Donc, pour moi, c'est quelques exemples qui montrent vraiment le lien entre l'environnement, la santé animale et la santé humaine, mais peut-être qu'au niveau plus du concept d'une seule santé, j'inviterais Cécile à nous éclairer davantage. Oui, merci François. Puis c'est très intéressant d'écouter l'exemple de la COVID, qui est selon moi un exemple très actuel et très parlant des liens interconnectés entre les santé
humaine, animale et de l'environnement. Et le concept même d'une seule santé, en fait, a émergé, ou plutôt on peut dire réémergé, vraiment en lien avec, au début des années 2000, avec l'émergence d'une souche d'influenza hautement pathogène, une influenza aviaire qui avait soulevé des craintes vraiment sur la scène internationale. Et pas très longtemps après, l'émergence du premier coronavirus, là, le SRAS, qui a émergé dans des circonstances très similaires à la COVID-19, c'est-à-dire vraiment à l'interface humain-animal dans un marché en Asie aussi, un marché où beaucoup d'animaux vivants, plusieurs espèces en fait d'animaux étaient gardées dans ces marchés et commercialisées finalement pour l'alimentation. Et donc, cette interface avec l'humain était vraiment était accélérée et favorisait finalement la transmission d'agents pathogènes. Donc, à l'époque, au début des années 2000, donc, il y avait eu des experts de ces trois grands domaines, santé animale, santé environnementale et santé humaine, qui s'étaient rejoints, notamment les grandes organisations internationales, donc l'OMS, l'OIE, qui est l'Organisation mondiale pour la santé animale, et la FAO, pour un peu prendre action, pour mieux se préparer finalement à l'émergence d'autres maladies infectieuses, vraiment autour du concept d'une seule santé. C'est un peu la première fois que ces mots avaient été utilisés. Donc, qu'est-ce que ça signifie, une seule santé? Ça signifie, premièrement, la reconnaissance des liens intimes qui unissent vraiment ces trois santés, la santé humaine, animale et de l'environnement. Et étant donné ces liens intimes, pour conserver cet équilibre, une seule santé, on doit adopter une approche qui est très collaborative, transdisciplinaire et qui va donc briser ces silos auxquels on fait face, en fait, dans le fonctionnement au quotidien de nos systèmes politiques. Hein? Quand on pense au ministère de la Santé, de l'Agriculture et de l'Environnement, qui, de façon naturelle, n'ont pas l'habitude nécessairement de collaborer simplement, bien, le concept d'une seule santé prône vraiment cette collaboration pour mieux prévenir, surveiller d'abord, détecter, prévenir et contrôler les maladies infectieuses émergentes. Puis comme tu l'as dit, François, une des choses qu'il faut vraiment réaliser, c'est que c'est les grandes perturbations, notamment dues à la présence de l'être humain sur notre planète, qui favorisent aussi l'émergence de ces agents pathogènes. Hein. On pense au changement climatique, on pense aussi à la perte de biodiversité et à plusieurs changements qui vraiment vont affecter l'habitat naturel d'espèces animales, mais aussi végétales. Puis j'aimerais entendre notre collègue Michel à ce propos, donc des liens vraiment qui unissent santé humaine, animale et de l'environnement. Ben, merci, Cécile. Merci, François, aussi. Oui, je pense que c'est l'idée de voir ça sous la thématique ou l'idée d'une seule santé, pour moi aussi, ça va de soi. Et quand on regarde l'environnement au sens très large, je dis souvent, l'environnement, c'est ce que l'on mange, c'est l'eau que l'on boit, c'est l'air qu'on respire. Alors, c'est notre interaction comme humain, comme être vivant avec l'extérieur, mais ce que nous absorbons aussi. Alors, les études sont nombreuses pour démontrer à quel point un environnement sain est aussi synonyme d'une meilleure résistance aux maladies, aux pathogènes, aux virus chez les humains. Il y a beaucoup d'études aussi qui ont démontré à quel point, quand on est dans un environnement plus vert, donc avec une meilleure, évidemment, qualité de l'air, avec un meilleur système aussi, écosystème qui nous protège des rayons solaires, qui nous apporte plus de fraîcheur, qui nous apporte plus d'intérêt à notre environnement, et bien, ça a aussi pour effet de nous garder en meilleure santé physique, mais en santé psychologique, en santé morale aussi. Donc, il y a aussi toute la santé mentale qui joue aussi dans cet univers. Et bien sûr, une bonne qualité d'environnement, un environnement plus sain avec un air plus de qualité qu'on respire, avec une eau plus filtrée, de meilleure qualité, moins polluée, et des plantes que l'on mange, que l'on absorbe, qui vont être mieux cultivées dans des sols qui ne seront pas contaminés, bien, ça fait en sorte qu'on a des individus plus en santé, plus résistants, moins sujets à des variations dues à toutes sortes de pathogènes et d'attaques et de stress, quels qu'ils soient. Alors, c'est sûr que
moi, je vois l'environnement comme étant ce qui chapeaute la vie sur Terre sous toutes ses formes. Et je pense qu'une bonne qualité d'environnement nous donne certainement une meilleure santé globale. Voilà. Merci. À l'évidence, vous me convainquez, là, ça a l'air du sérieux, c'est une seule santé et je pense que oui, il faut bien y adhérer. Mais alors, puisqu'on est dans la série Repenser, est-ce qu'il y a des choses qu'on doit repenser nous-mêmes? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire? Quoi faire avec ça, là? François, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce contexte d'une seule santé? Bien, en fait, je pense que si on le regarde du point de vue de la santé humaine, puis au fond de la médecine aussi, je pense qu'il faut intégrer ce concept-là autant dans la pratique individuelle avec un patient que la pratique de santé publique. Si on prend l'exemple individuel, bien, au fond, quand on voit un patient qui présente un problème, bon, peut-être plus spécifiquement une infection ou une allergie, je pense que c'est une bonne pratique, justement, médicale, de poser toutes sortes de questions qui touchent à contact avec un animal ou exposition au niveau environnemental. Alors ça, c'est un exemple peut-être au niveau santé plus individuel. Puis, bien que plusieurs médecins vont poser systématiquement ces questions, ce n'est pas le fait peut-être de tous les médecins de le faire. Donc, c'est un exemple là, à un niveau, à une petite échelle. Mais si on prend au niveau de la santé publique, bien, au fond, il y a beaucoup d'exemples. Un autre exemple du lien qui est incontournable, puis où il faut justement s'arrimer entre santé humaine, animale et environnement, c'est la maladie de Lyme. Alors, la maladie de Lyme qui est causée par une tique, la tique donc qui transmet une bactérie, la tique qui vit dans des environnements boisés, cette tique aussi qui attrape l'infection à partir de petits rongeurs qu'on trouve aussi donc dans ces environnements-là. Puis, au fond, c'est une maladie qui n'existait pas il y a une quinzaine d'années, mais avec les changements climatiques, les tiques ont traversé la frontière américaine, sont maintenant dans le sud du Québec, et puis on a des cas qui augmentent. Évidemment, les tiques augmentent, les tiques se rapprochent des milieux habités, et donc on peut pas se passer d'une collaboration avec les collègues pour justement, disons, venir à bout ou essayer de diminuer les impacts de cette maladie-là. Mais en fait, on voit aussi l'importance des comportements humains là-dedans. Donc, autant il y a les tiques qui se rapprochent des environnements boisés, mais autant les humains se déplacent vers les environnements boisés, que ce soit pour des loisirs ou que ce soit parce qu'ils vont construire des habitations dans des environnements où les tiques sont présentes. Donc, c'est important d'être conscient de ces aspects-là. Puis en fait, il y a beaucoup d'autres maladies qui sont associées aussi à des contacts avec des animaux, à des changements dans l'environnement. Puis c'est aussi donc dans ces contextes-là qu'on doit repenser même à une seule santé pour l'inclure dans notre pratique. Parce qu'en santé humaine, au fond, notre capacité de prévenir ces maladies-là, elle est beaucoup renforcée si on tient compte des aspects de la santé animale et des aspects de l'environnement, comme ça a été mentionné par Michel. Mais je ne sais pas si, Cécile, tu veux ajouter davantage. Oui, bien, à la façon dont tu l'as fait, je vais mettre mon chapeau vétérinaire ici pour rappeler aussi l'importance que les vétérinaires vont jouer, même sur le plan de la première ligne, lorsqu'ils vont voir, par exemple, un animal en clinique privée qui peut être infecté par un agent d'une zoonose potentielle. Donc, les zoonoses qui sont les agents infectieux qui se transmettent de l'animal à l'humain ou vice-versa. D'avoir le réflexe de faire même de la prévention, d'informer, par exemple, le propriétaire de l'animal sur les risques potentiels pour la santé humaine liés à cette infection-là. Donc, reconnaître le rôle des vétérinaires, mais également des autres professionnels dont les gens en santé environnementale, la biologie, tout ça qui contribue finalement à une meilleure compréhension des dynamiques de transmission de ces agents pathogènes-là aussi à l'échelle plus populationnelle, un peu comme tu l'as mentionné, François. Puis pour reprendre l'exemple de la maladie de Lyme, donc effectivement, c'est un excellent exemple qui est plus près de nous en termes d'émergence d'une maladie infectieuse que la COVID qui a plutôt émergé en Asie.
Et puis, on le voit vraiment, l'évolution exponentielle du nombre de cas de cette maladie dans le contexte québécois-canadien au fil des dernières années. Puis, c'est une maladie qui peut également infecter et rendre malade des animaux de compagnie, notamment le chien principalement. Et donc, on peut utiliser ces indicateurs précoces, le nombre de cas, l'incidence des cas dans des populations animales ou l'incidence des tiques infectés qu'on peut retrouver dans la nature, finalement, dans certaines régions, pour mieux comprendre les niveaux de risque et les niveaux d'exposition de la population humaine. Donc, ça, c'est une des autres choses qu'on peut repenser là, on le fait déjà pour cette maladie-là, la maladie de Lyme, parce qu'on a appris à travailler ensemble, je pense, au fil des dernières années dans le contexte québécois-canadien. Mais il y a une foule d'autres agents infectieux d'intérêt qui sont susceptibles d'émerger avec, encore une fois, ces bouleversements climatiques, environnementaux au fil des prochaines années. Et donc, comment mieux, finalement, mettre en commun nos expertises pour mieux voir venir finalement les dangers et ce qui affectera nos populations humaines et animales et qui affectera aussi notre environnement sur de plus nombreuses années. Donc ça, repenser la façon dont on fonctionne. Et au niveau des citoyens, peut-être le dernier point que je voudrais amener, c'est de repenser notre rapport avec la nature également parce que et encore une fois, je reprendrai l'exemple de la maladie de Lyme parce que je trouve qu'il est excellent. Donc oui, les changements climatiques favorisent l'établissement de populations de tiques dans nos environnements ici au Québec. Par contre, il y a certains aménagements même qu'on va faire au niveau du territoire qui vont favoriser, par exemple, une grande densité de cervidés, des parcs. On peut penser au fameux parc de Longueuil. C'est un environnement qui est très clos et donc il y a une grande population de chevreuils qui s'y trouve. Et on sait qu'il y a un lien entre la quantité de chevreuils dans un environnement et l'abondance des tiques. Donc, dans ce cas-ci, c'est la tique du chevreuil. Donc, il y a un lien direct entre ces paramètres. Donc, en repensant également, puis je vais me tourner vers Michel, parce qu'on en revient à cette idée d'aménagement de notre environnement, de créer des conditions saines au-delà des individus humains, animaux. Je pense qu'on a à repenser comment on exploite les populations animales, comment on exploite notre environnement pour favoriser des environnements plus sains. C'est sûr que je suis aussi concerné et sensible par ces aspects qui prévoient ou qui peuvent voir à réaménager certains territoires pour favoriser la dispersion de certains animaux et comment on peut gérer nos parcs, nos forêts, nos boisés qui sont aussi, eux, vulnérables au changement climatique. Dans nos habitats, on a aussi des problèmes d'intrusion de plusieurs pathogènes, de plusieurs insectes et maladies qui viennent souvent du sud et qui sont dus à des changements climatiques. Et c'est comme ça, effectivement, qu'on peut avoir des habitats qui sont fortement perturbés par des épidémies d'insectes qui, normalement, n'auraient pas dû se retrouver et qui peuvent décimer des forêts de façon importante parce que ce sont des parasites qui sont venus donc plus du sud et qui, normalement, ne devraient pas se retrouver ici ou qui auraient dû être tués par les hivers froids que normalement on a et qu'on voit de plus en plus présents même en été. Donc, ces habitats sont des fois fortement perturbés par les changements climatiques et ça engendre toutes sortes de maladies. Vous avez parlé beaucoup de la maladie de Lyme et des tiques. Nous, on le vit avec nos équipes de techniciens et de botanistes et de biologistes qui travaillent dans les milieux naturels. Ils sont beaucoup plus à se surveiller, en tout cas qu'ils le faisaient auparavant, parce qu'ils travaillaient dans les forêts, même en Montérégie, en Estrie maintenant, et puis on voit de plus en plus de problèmes, même à Montréal, ce qu'on ne voyait pas du tout avant, des problèmes de tiques. Mais d'un autre côté, pour répondre un peu aussi à la question qui nous était posée, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est beaucoup le travail que les équipes qui sont autour de moi, entre autres à l'Institut de recherche en biologie végétale et qui travaillent avec moi, on s'affaire à trouver des solutions pour soigner l'environnement puis faire en sorte qu'on a des meilleurs environnements. L'idée de traiter des eaux usées par des plantes, par des biofiltres, on le fait beaucoup. On travaille à traiter aussi les zones
d'enfouissement de déchets qui autrement génèrent des lixivias qui s'en vont vers les rivières et les cours d'eau et ça finit par entrer dans l'environnement aquatique et donc avoir toutes sortes de répercussions. Et puis aussi les sols qu'on est capable maintenant de décontaminer par l'action des plantes. On fait de la phytorémédiation. Donc, on a de plus en plus de moyens, puis c'est peut-être l'idée de finir sur une note un petit peu optimiste, mais on a de plus en plus de moyens en utilisant la nature, entre autres, en l'occurrence les plantes dans ce cas, pour traiter l'environnement et faire en sorte qu'on ait de meilleurs habitats, de meilleurs environnements. Et je pense que le tout nous permet de soigner cet environnement qui est le nôtre, celui que l'on partage avec les animaux, avec les plantes et entre nous. Et donc, ça donne un peu d'espoir. On arrive à traiter des sols contaminés, des eaux contaminées et à épurer l'air avec des plantes. Et je pense que ça nous donne un peu d'optimisme pour la suite. Et comme je crois beaucoup que l'environnement, d'abord, un environnement sain nous permettrait probablement d'être plus à l'abri de certains stress qui affectent notre santé. Je pense que si on commence par là, c'est aussi un bon côté pour commencer à travailler. Voilà. Merci beaucoup. C'est passionnant, hein, cet équilibre et en même temps si fragile et qu'on a l'impression de redécouvrir alors que dans les sociétés traditionnelles, il était là, il est à la base, par exemple, de la culture autochtone et du lien avec l'environnement. Je pense qu'on a probablement beaucoup à apprendre de ce côté-là. Alors, je vous remercie vraiment. C'est à l'évidence, c'est un équilibre où l'humain vient un peu perturber, est venu perturber l'équilibre. Il faudra qu'on soit très attentif à l'avenir si on ne veut pas tous basculer en raison de cet équilibre perdu. Alors, je vous remercie beaucoup, mais en même temps, j'entends qu'il y a des choses à faire et qu'on peut, on peut encore réagir s'il en est temps, bien sûr. Alors, Dr Cécile Anizen-Slin, professeur Labrec, Dr Milor, je vous remercie énormément pour cet échange et à vous qui écoutez, on se reverra en juin pour la dernière capsule de cette série autour de la gouvernance de l'intelligence artificielle et en particulier auprès des populations plus marginalisées. Alors, merci encore, faites attention, non pas à votre santé, mais à votre une seule santé. Merci, au revoir.